Alors, nous reprenons les assises. Je vous souhaite la bienvenue. Merci à tous. Nous sommes sur le point d'entamer la deuxième session et c'est vraiment un plaisir pour moi de passer le bâton de facilitation à Patrick Worms, qui est consultant en matière de politique scientifique à ICRAF. Merci Constance. Le plaisir est tout pour moi d'être avec vous parce que à Reverdir l'Afrique, nous avons un programme intéressant. Il ne s'agit pas seulement de reverdir le paysage, mais nous traitons les questions du genre, de la gouvernance et tout ce qui facilite la vie des hommes. Alors, quel est l'objectif? Qu'est-ce qui rend notre projet unique? Nous allons nous pencher sur deux éléments dans le cadre de cette session. Alors, premier point, comment faciliter la collaboration de tous? Et deuxièmement, la recherche pour parvenir au développement. Pas la recherche pour le développement, il ne s'agit pas des scientifiques dans une tour qui parviennent à des idées intéressantes, mais ce sont les scientifiques, les partenaires, les producteurs qui travaillent de concert pour atteindre leurs objectifs. Pour ce faire, nous allons passer la parole à Born, qui est chargé de projet à reverdir l'Afrique, qui va nous parler des ingrédients qui ont facilité la collaboration. Et nous savons l'importance du partenariat dans tout ce que nous faisons. Nous avons entendu parler des directives et des règles en Éthiopie et la collaboration avec le gouvernement afin de pouvoir fournir des avantages aux bénéficiaires. Alors, nous allons écouter euh, des propos sur le partenariat et nous allons aussi passer la parole aux collègues de la coalition, ainsi ensuite euh, sur les informations de la pratique du développement et nous allons passer la parole à nos collègues du Ghana et de l'Éthiopie. Merci, Patrick. Alors, je vais expliquer la structure du programme et également parler des questions de collaboration. Comme nous l'avons dit, le projet Reverdir l'Afrique est un programme assez intéressant dans sa structure. Nous avons une organisation de recherche, à savoir ICRAF, qui se charge de la gestion et fournit tout soutien technique, euh, met l'accent sur les pratiques, le suivi et l'évaluation et l'apprentissage. Nous avons Cher qui va nous parler des questions de collaboration. Nous allons également parler des dynamiques de dégradation des terres et ensuite la communication et l'influence. Nous avons également des ONG qui mènent les programmes de développement et de changement de politique. Il existe des ONG qui interviennent au niveau communautaire qui mènent le changement. Nous avons aussi des comités qui, qui gèrent des processus politiques liés à la délégation de l'Union européenne. Nous avons aussi des acteurs au niveau pays. De plus, nous avons un mécanisme de rétroaction au sein des communautés, des partenaires d'exécution, des chercheurs, les membres du gouvernement et d'autres acteurs. Alors, nous allons suivre quelques exemples et au cours de la dernière session, nous allons mettre l'accent sur certains messages, y compris le partenariat, les communautés, la recherche, les donateurs. Et nous pensons que vos efforts seront vraiment appréciés. Nous voulons souligner que la recherche, la science, le suivi et l'évaluation peuvent intervenir dans le cadre de nos activités et vont pouvoir accélérer l'impact, surtout sur le terrain. Alors, je retourne la parole à Patrick. Alors, toutes mes excuses. Alors, j'avais pris la parole sans me rendre compte que j'étais en sourdine. Nous avons écouté la partie introductive de cette session, mais comment est-ce que nous effectuons la recherche? Comment pouvons-nous inclure les citoyens? Comment pouvons-nous mettre tout le monde au même niveau? Comment pouvons-nous faciliter la mise à échelle, y compris une bonne partie de la population qui peut être illettrée? Je pense que vous avez une solution. À vous la parole, Lee. Merci Patrick et je souhaite la bienvenue à tous.
Je suis Liane Winowski, je suis chercheur et scientifique et je suis chef d'équipe au Kenya. Aujourd'hui, nous allons parler de comment rapprocher la recherche scientifique et la recherche citoyenne afin de renforcer la mise à échelle et accélérer l'impact. Sur la prochaine diapo, vous allez voir que nous avons souligné l'importance de cette combinaison. Alors, nous avons parlé de l'implication des acteurs, des agents de développement dans la restauration et nous associons la recherche scientifique à la recherche citoyenne afin de renforcer l'efficacité de ces interventions et d'aborder les causes profondes de la euh, dégradation terrestre. Alors, nous pouvons parler de tous les acteurs qui ont contribué à l'élaboration de l'application et de ce tableau de bord. Sur cette diapo, quels sont les avantages de ces outils? Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser un seul? Alors, nous avons une image d'une équipe de terrain qui utilise le SDLF pour suivre les terres et la qualité des sols, ce qui permet de faire des comparaisons entre les sites et les localités. Nous essayons de suivre le changement au cours du temps, ce qui veut dire que nous avons besoin d'un cadre cohérent et durable pour comprendre l'impact de l'activité de restauration au fil du temps. Par l'utilisation d'un cadre systématique et d'un modèle robuste, nous sommes en mesure d'évaluer différents types de qualités de sol. À droite, vous voyez une autre image et à travers l'utilisation de l'application de Reverdir l'Afrique, nous sommes en mesure d'avoir des informations. Nous pouvons encourager la participation et le co-apprentissage. Nous sommes également en mesure de renforcer la collecte des données à grande échelle. Prochaine diapo. Il s'agit de comprendre ce LDSF dont je parle. Alors, c'est le cadre de surveillance de la dégradation des terres. C'est un cadre pratique qui fournit des indicateurs de dégradation des terres selon la localisation. Alors, les points verts indiquent les points d'LDSF et chaque point euh, est une zone de 100 km². Nous avons l'équipe du Sénégal, nous avons écouté des interventions du Rwanda et je peux vous dire que c'est un cadre de surveillance axé sur le terrain. Qu'est-ce que pouvons-nous faire avec ce type de données? Sur la prochaine diapo, nous soulignons euh, un résultat important. Nous mettons l'accent sur un indicateur clé euh, de la dégradation des terres, qui est le carbone organique de sol. Qu'en est-il de la mesure du sol? Nous pouvons dire qu'à travers le SOC, nous sommes en mesure de mesurer plusieurs indicateurs. À gauche, nous avons la carte du Rwanda de l'Est, de la partie Est du Rwanda. Alors, les parties en jaune sur cette carte indiquent un taux faible de carbone. Et pour ceux qui n'aiment pas les cartes et les cartes, préfèrent les carrés, vous avez à droite une autre image qui présente des carrés et qui affiche le niveau de carbone organique dans le sol. Alors, ce qui est intéressant à ce niveau,
est la présentation de chaque végétation présentée par ces carreaux. Cela indique le niveau de carbone à chaque niveau. Et ce qu'il faut noter est la variation entre ces différentes catégories, ce qui est lié à la gestion. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous savons qu'à travers la restauration et le partenariat, nous pouvons améliorer la qualité des sols. Et nous apprécions vraiment cette publication qui est ressortie de ce projet. Sur la prochaine diapo, mon collègue Torvagen va fournir plus de détails. Merci, Lisa. Alors, je vais parler de la recherche scientifique. Et avec la science citoyenne, nous parlons plus de participation à la recherche, la participation citoyenne. Je vais vous parler de l'application du projet Reverdir l'Afrique. Vous en connaissez, vous l'avez utilisé et nous voyons une bonne utilisation de cette application, surtout pour nous qui avons contribué à son développement. Nous avons un module de plantation d'arbres, nous avons un module FMNR et un module de formation. Je vous montre quelques résultats en fonction de l'utilisation. Je dois dire que c'est une application qui nous aide à générer des données sur les activités mises en œuvre sur le terrain. Vous pouvez voir des images sur cette affiche des personnes qui utilisent l'application pour mesurer, pour des mesures, des indicateurs, et c'est ce qui fait la force de cette application. Nous avons lancé cette activité en 2019 et voici le FMNR et les parties en vert sont les différents, euh, la performance des différents pays, de certains pays. Au Niger et au Rwanda, il n'y a pratiquement rien. Pour l'année 2020, vous voyez qu'il y a une augmentation au niveau du Sénégal et nous avons des pays comme le Niger et le Rwanda qui ont euh, des changements. C'est pareil pour l'année 2021. Nous voyons une augmentation au niveau du Sénégal, tout comme au Niger. Et en 2022, le Niger a un niveau élevé de soumission. C'est vraiment très intéressant. Ce sont des données pertinentes qui nous viennent du Niger. Nous sommes en mesure de les analyser et nous pourrons l'intégrer. Au niveau de la plantation des arbres, nous avons une image quasi différente. Nous n'avons rien au niveau du Niger, mais au niveau du Rwanda, du Sénégal et du Mali, euh, des, il y a des informations. Et au niveau de l'année 2020, il y a des changements au niveau du Rwanda, pareil pour l'année 2021, où nous voyons le Ghana qui évolue. Alors en 2022, le Ghana a une très bonne performance par rapport au Rwanda, grâce au soutien de Mohamed de Bernard et de l'équipe d'ECRAF, tout comme nos collègues et nos amis évoluant au sein des ONG dans différents pays qui ont contribué à cette activité. Pour l'heure, nous recevons les données sur l'application. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais à travers les informations, nous sommes en mesure de suivre les dynamiques de végétation et nous pouvons commencer à mesurer à quel niveau du paysage nous voyons des tendances de reverdissement. Voici une carte du Rwanda que je prends comme exemple. Alors, l'objectif est que nous identifions les tendances de reverdissement sur la carte selon les points verts. Ce qui est intéressant est que nous sommes en mesure de suivre de près lorsque des progrès sont signalés sur l'application. À ce niveau, je vais vous parler du tableau de bord de Regreening Africa. Aujourd'hui, je ne parle pas du système de rapport, mais le tableau de bord nous permet d'harmoniser toutes les informations et de faire une synthèse. À ce niveau, depuis 2019, nous avons
plus de 159 000 producteurs qui sont inscrits sur la plateforme. Nous avons 75 000, 74 000 producteurs inscrits au niveau du module FMNR. Alors, il y a plein plus à dire sur ce tableau de bord. Nous avons également élaboré des outils pour le tableau de bord afin d'identifier les zones d'intérêt au sein des pays. Je prends deux exemples pour finir mon propos. Par exemple, au Sénégal, grâce aux indicateurs que nous avons générés, nous pouvons identifier les zones d'opportunité pour la restauration des terres. Quel est le lien entre le carbone et la végétation, ce qui nous rapproche de l'intervention de l'I. Alors, nous pouvons aussi examiner les zones euh, d'intérêt, les zones d'opportunité, et vous pouvez télécharger toutes ces informations dans votre ordinateur. Vous pouvez également vous rendre sur le terrain lors de votre planification d'activités pour la plantation des activités, ainsi de suite. Alors, c'est tout cet écosystème de différentes activités qui sont menées depuis la collecte des données, depuis la science citoyenne jusqu'à l'application, ce qui nous permet de générer bon nombre de données que nous pouvons intégrer sur le tableau de bord du projet Reverdir l'Afrique. Je vous remercie. Merci Thor, c'était une présentation très brillante. Et cela me mène à des questions. Mika, euh, comment, comment avez-vous pu établir la collaboration? Et pour Thor, lorsque vous avez plus de 195 000 producteurs qui utilisent l'application et qui soumettent des données, comment gérez-vous ces données? Nous sommes à une table ronde, mais c'est effectivement l'objectif de tout ce que nous faisons. À ce niveau, nous allons essayer de voir comment ces partenariats, comment ces activités de recherche atteignent des impacts. Nous allons nous tourner vers le Ghana où il y a une équipe constituée de Edouard Denada vont faire une présentation sur les interventions du Ghana. Alors, nous allons apprendre sur les activités de restauration au niveau du Ghana. Alors, Edward, vous avez la parole. Merci, Patrick. Et je vous salue depuis le Ghana. Comme Patrick l'a dit, je fais cette présentation au nom de mon collègue. Au niveau du Ghana, nous allons vous fournir deux informations pertinentes. Et il s'agit de présenter les activités du Ghana à toute l'équipe en matière de processus de restauration et nous allons fournir des informations sur l'approche de transformation axée sur le genre. Prochaine diapo. Parlons maintenant de l'initiative de restauration nordiste. C'est une initiative qui a été abordée il y a de cela une année. Il s'agissait de fournir des solutions adaptées aux problèmes de dégradation des terres dans le nord du Ghana. Le Ghana est divisé en deux parties importantes. Nous avons la partie sud et la partie nord. La partie nord a, la partie sud a une très grande forêt et la partie nord connaît des questions de dégradation et est désertique. Nous essayons de voir les approches qui sont utilisées pour aborder ces problèmes. En matière d'objectifs, nous voulons voir comment créer une plateforme pour mettre à échelle les pratiques de restauration dans le nord du Ghana. Alors, nous examinons les pratiques adaptées qui seront efficaces dans le nord du Ghana. Au même moment, nous essayons de voir une situation où nous pourrons renforcer la durabilité du projet suite à l'allocution introductive de Marc. Nous voulons utiliser cette opportunité pour renforcer la durabilité de ce projet au Ghana. Parlons maintenant des processus clés.
Dans le cadre de cette initiative de restauration, nous avons organisé des forums au niveau euh, du district, au niveau national, et nous allons partager des expériences et des leçons avec les parties prenantes afin de voir les éléments à améliorer. Nous tenons également des discussions de groupe et des entretiens afin de tirer des leçons essentielles. Nous partageons également des informations et nous recevons des retours afin de pouvoir améliorer les activités dans le paysage nordique du Ghana. En matière de feuille de route, quel a été le parcours et quelle est la destination finale? Quels sont également les changements que nous voulons? Nous avons tenu des engagements au niveau des districts. À travers ces engagements, nous partageons les informations, nous partageons les leçons et nous avons échangé avec les partenaires sur les succès de projets. Nous avons également appris des partenaires sur les différences. Nous avons également partagé les informations sur les succès et identifié les actions prioritaires que nous pouvons utiliser comme moyen de mise à échelle. Pour le moment, nous travaillons en tant que partie prenante. Nous avons impliqué d'autres afin de pouvoir mettre à échelle les pratiques à succès dans le paysage nord. Nous examinons comment travailler pour atteindre les changements politiques, pour améliorer le contexte du paysage nord. Et nous discutons sur les preuves et la science à travers l'utilisation de l'application pour pouvoir collecter des données. Nous recevons des récits des partenaires, des témoignages des partenaires, et nous essayons de voir comment établir des partenariats solides. Selon nous, le partenariat est essentiel pour le succès de notre projet. Nous ne serons pas en mesure de travailler seuls et nous voulons travailler en équipe. En ce qui concerne notre destination, nous croyons bien qu'il est impossible d'atteindre, de réussir sans impliquer les parties prenantes essentielles. L'équipe est sur le point d'élaborer euh, des concepts à soumettre au ministère de la Science et de la Technologie. Et l'objectif est de pouvoir intégrer certaines des technologies clés que nous avons connues dans le cadre du projet FMNR afin de pouvoir, de pouvoir effectuer toute activité de prévention et voir comment le gouvernement pourrait intervenir dans certains processus. Pour l'heure, nous recevons des retours d'action de certaines parties prenantes et nous avons déjà reçu certaines informations au niveau du district. Nous allons continuer à collecter plus d'informations afin de pouvoir enrichir le processus et le présenter sous forme de propositions au ministère pour l'adoption du gouvernement. Alors, quels sont les changements escomptés? Au terme du processus, nous voulons voir une bonne synergie afin de pouvoir améliorer le paysage et les savanes. Il, il existe certaines situations qui ne sont pas appropriées au contexte nordique. Aujourd'hui, nous essayons de voir ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir améliorer la chaîne de valeur et renforcer les opportunités et les perspectives du marché. Ensuite, nous voulons voir comment accélérer la mise à échelle de la restauration du paysage et renforcer la sécurité alimentaire. Prochaine diapo. Alors, nous allons aussi parler de la recherche euh, axée sur la transformation du genre. L'objectif du déploiement de ces outils était de renforcer la sensibilisation sur les rôles et les normes en matière de genre, euh, remettre en cause la location des ressources, aborder les jeux de relations entre les hommes et les femmes et les autres, et identifier également les changements
de normes et de comportements. Selon la présentation, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de résultats en matière d'implication et de participation de la femme. Et il y a eu une amélioration de l'accès aux terres par les femmes. Et aujourd'hui, nous voyons des hommes qui aident les femmes en matière d'activités euh, domestiques. Et aujourd'hui, nous voyons des femmes qui prennent des décisions concernant les priorités et cela a amélioré les relations au niveau des foyers. Aujourd'hui, les enfants évoluent ou grandissent dans des environnements sains. Prochaine diapo. Alors, pa- qu'est-ce que nous entendons par résultat ressortant des approches transformatrices en matière de genre? Dans le cadre de notre structure sociale, les droits des femmes sont intimement liés aux droits des hommes. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à sensibiliser et pouvoir changer cette dynamique avec les approches, euh, avec les approches que nous voulons adopter. Nous voulons changer cette donne. Comment pouvons-nous améliorer les choses? Nous pouvons entamer plus de dialogue et ferons dispenser des informations afin d'aborder les causes de ces inégalités. Nous pouvons ensuite établir les objectifs, suivre de près les progrès et examiner le soutien constant et fourni. Ensuite, il s'agit d'encourager les champions au niveau communautaire. Il ne s'agit pas, ce n'est pas seulement au niveau de la restauration des terres, mais dans tous les projets, que ce soit un projet de plaidoyer, nous devons renforcer euh, l'adoption des questions de genre. Ensuite, renforcer les activités de plaidoyer afin d'intégrer les approches de transformation du genre. Prochain diapo. En matière de défis et d'opportunités, le paysage nordique a des opportunités et pourra s'inspirer des succès des autres. En matière de données, et nous pouvons parler de lacunes en matière de données et nous pourrons, nous serons en mesure d'aborder le problème. En matière de leçons clés, nous proposons des examens périodiques de politique afin d'adopter les lacunes en matière de politique de restauration de terres, le renforcement de la planification et des directives, ainsi que la recherche constante. Alors, ainsi s'achève ma présentation et je vous dis merci. C'est un exemple très intéressant de l'utilisation des partenariats. J'étais à cette réunion à Accra. Avec vous, nous avons discuté sur ces initiatives de restauration des terres au nord avec les partenaires, les membres du gouvernement et des ministères. Au même moment, il s'agit d'intégrer les hommes et les femmes et les permettre de comprendre l'importance de pouvoir, l'importance de partager les responsabilités. Ce n'est pas seulement au Ghana. Nous avons le cas du Kenya qui a un mouvement de restauration des terres et qui s'inspire des leçons du projet Reverdir l'Afrique. Nous avons une collègue qui est consultante et qui va nous faire cette présentation. Merci, Patrick, pour ces mots d'introduction. Alors, dans quelques minutes, je vais partager avec vous quelques leçons clés que nous avons retenues en fonction de notre travail et du mouvement de restauration au Kenya. Je vais vous parler de l'importance d'établir un mouvement de restauration et je vais vous parler des réalisations. Mais avant de continuer, je vais fournir quelques définitions afin de nous permettre de comprendre de quoi nous parlons, de quoi nous parlons. Un mouvement est un effort organisé par un grand nombre de personnes euh, et tout le processus de rapprochement de ces personnes dans le but d'atteindre un objectif commun. C'est nécessaire parce que d'abord, euh,
la sensibilisation est renforcée sur une certaine question. L'objectif est de fournir tout soutien sur cette question et générer un changement voulu. Au même moment, une plateforme est créée pour la participation euh, de masse afin d'atteindre le changement désiré. Pourquoi avons-nous vu l'importance de bâtir un mouvement de restauration au Kenya? D'abord, il y avait des questions de tuerie au Kenya et on estime que 30% des terres du Kenya sont sévèrement dégradées et ce qui va s'empirer en fonction de l'explosion démographique. Nous avons également vu une bonne volonté politique pour la restauration. Cela est démontré à travers les engagements qui sont pris. Et enfin, il y a le besoin de mettre à échelle les efforts de restauration qui sont assez fragmentés et permettre au pays de répondre aux engagements. Alors, en ce qui concerne le processus, le, le contexte de restauration du paysage au Kenya a tenu un engagement l'année dernière, mais avant cela, nous avons tenu des séminaires To discuss the themes further. It looked at themes such as youth engagement, Nous monitoring. avons pris en compte la collaboration et la participation des jeunes, le renforcement des capacités et nous avons eu une conférence en juillet. Après la conférence, nous avons eu quelques groupes avec le mouvement. Et les parties prenantes se sont réunies pendant les conférences et ils ont proposé des recommandations et ils sont mis d'accord sur des plans d'action par rapport aux différentes questions. Alors, ces groupes d'action ont été créés pour mettre en œuvre les plans et ces recommandations. Alors, voici les accomplissements. D'abord, nous avons formé les 7 groupes d'action et ces groupes d'action consistent plus de 100, une centaine d'organisations et qui ils ont des réunions régulièrement et leur activité touche aux jeunes, les femmes et les organisations confessionnelles. Et nous voyons les activités de ces femmes. Nous sommes en train de développer une stratégie en cet égard et c'est un appel à développer une stratégie pour poursuivre la collaboration avec les parties prenantes. Finalement, nous devons développer un cadre de suivi au niveau national avec des groupes de travail. Alors, parlons maintenant aux leçons clés. Voici les choses à retenir pour ceux qui veulent créer des mouvements. D'abord, vous devez avoir une mobilisation continue parce que les gens viennent et partent et on doit utiliser des messages qui parlent de l'objectif du mouvement. Et nous devons essayer de cibler différents groupes. Il faut identifier et il faut s'aligner avec les opportunités politiques. Cela nous aide à avoir le soutien politique. Il est très important également de créer des structures ou mettre en place des structures pour mobiliser les organisations, utilisant des plateformes et telles que les réseaux sociaux, les églises, etc. Il faut C'est très important de le faire. Sinon, le mouvement ne pourra pas jouer son rôle. Et nous devons identifier des leaders ou des dirigeants qui sont passionnés et qui se consacrent à la cause et des leaders qui peuvent motiver d'autres personnes.
Et parfois, parce que parfois, ces événements et ces actions exigent de financement. Alors, voici les leçons clés. Et à l'avenir, nous sommes en train de voir comment mobiliser des ressources pour pérenniser le mouvement. Et nous allons voir ce que nous pouvons faire à l'issue de cette conférence. Nous sommes en train de voir comment avoir Laura, est-ce que vous pouvez résumer? Oui, en fait, je suis presque, je suis à la fin. Super, super. Merci beaucoup, Laura, de cette présentation très passionnée. Vous savez, quand vous parlez de la mobilisation des personnes et développer des bonnes structures et parler avec des leaders communautaires, et cela me rappelle de Barack Obama. Il était un leader communautaire avant de devenir président et il avait trois mots clés. C'est organiser, organiser et organiser. Merci de nous avoir rappelé de ce point très important. Mais vraiment, comment mettre ensemble tous ces aspects, le partnership, le partenariat plutôt, et l'aspect de recherche et comment intégrer toutes ces données, les sciences que ce programme de Reverdi Afrique nous a présenté. Ici, c'est le domaine de ma chère amie Constance. Alors, Constance, dites-nous ce que nous pouvons faire ici à l'avenir. Merci et à vous la parole. Merci beaucoup, Patrick. J'apprécie comment vous faites la transition. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'intégration des preuves, des questions probantes et des points probants et des pratiques pour une gestion adaptative. Et j'aimerais souligner que je vais faire cette présentation avec mes collègues Sabrina Chesterman et Mika Buan-Oching. Alors, comment s'assurer que toutes ces informations probantes sont intégrées pour pouvoir atteindre l'objectif? Ces données probantes sont intégrées pour atteindre les objectifs. Ici, dans le cadre à la gauche, nous utilisons une méthodologie qui nous aide avec une stratégie basée sur des données probantes à travers un centre. Et c'est un centre qui est un ensemble de parties prenantes et des scientifiques qui travaillent dans différents domaines. Et dans le cadre de ce projet Reverdir Afrique, nous utilisons cette approche partagée et cette approche shared se focalise sur les relations et la collaboration avec l'accès aux données probantes pour nous aider à mettre en œuvre ces politiques. Alors, nous avons conçu un outil qui a été consolidé avec des collaborations avec des parties prenantes pour voir comment adapter ces informations. Alors, ceci, je vais vous présenter les missions d'apprentissage, de réflexion conjointe. Et c'est un processus d'apprentissage et de réflexion parmi les partenaires divers pour pouvoir évaluer et intégrer des données multiples dans nos projets. Alors, cette mission conjointe rassemble des décideurs, des chercheurs, des experts pour mener des réflexions sur des données probantes, scientifiques, des expériences pratiques
pour adapter adapter des plans pour un impact plus large. Cela a pris la forme des visites, des réunions pour faire des remue-ménage sur ces informations. Alors, les visites sur le terrain consistent d'interactions avec des agriculteurs, des leaders communautaires et des discussions pour voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Nous avons essayé d'évaluer des défis, des opportunités et l'aspect de la science aussi, utilisant l'application Regreening Africa, on va dire l'Afrique. Nous avons aussi développé des amendements au soutien technique et la mise en œuvre et la participation, la collaboration et pour pouvoir renforcer la capacité. Nous avons utilisé les outils tels que la cartographie pour articuler de façon claire les cibles des parties prenantes. Alors, voici une image de processus, des ateliers, des visites. Et pendant la COVID, nous sommes passés de nos activités physiques aux activités et des ateliers de réflexion virtuels. Et je vais saisir cette occasion de parler, de mentionner que pour assurer que les données probantes sont présentées de façon claire, on utilise des euh, logigrammes, des graphes et différentes illustrations. À titre d'exemple, nous avons commencé avec des événements d'apprentissage et d'échange dans les pays sur des thèmes pour voir ce que nous voulons faire et ce que nous voulons produire à la fin. Et comme Félix nous a montré, nous avons eu une grande diversification au Rwanda. Il y a eu une grande assimilation aussi utilisant l'application. Et bien sûr, nous avons ciblé le soutien technique et nous avons mis l'accent sur les aspects où nous avions besoin de plus de ressources ou des ressources supplémentaires. Alors, voici quelques aspects de la réflexion conjointe. Cette approche nous donne l'occasion de créer un espace sûr pour le dialogue et pour prendre en compte des défis et tous les aspects. Cela nous a aidé de renforcer des relations et de mener des interactions. Je vais mettre l'accent dans cette dernière diapo, le fait que cette mission conjointe est une approche qui peut être appliquée dans différents contextes. C'est une approche qui peut être mise à l'échelle et c'est une approche de créer des relations entre des partenaires de développement de recherche et politique. Et c'est une approche qui vise à interagir avec des experts aussi et d'utiliser des données probantes. Merci beaucoup. Constance, merci de nous avoir expliqué comment nous pouvons intégrer toutes ces données probantes et pendant qu'on essaie de voir comment continuer, comment poursuivre ce projet de reverdir Afrique. Et mesdames et messieurs, je sais que nous n'avons que 15 minutes, mais avant de prendre la pause, mais avant la pause, je vais poser certaines questions au panel. D'abord, si 70% de la terre au Kenya est dégradée, qu'est-ce que vous considérez être les forces transformatrices ou les causes, les facteurs? Bon,
Pour clarifier, je n'ai pas dit 70, c'est plutôt 30. Et les facteurs de cette dégradation sont, entre autres, l'expansion des terres cultivées, des terres agricoles, l'utilisation des équipements, la croissance démographique, le régime foncier et toutes ces questions liées. Je pense que, en ce qui concerne comment gérer ces facteurs, il s'agit de formuler des politiques ou d'élaborer des politiques plutôt. Et lorsque nous parlons de l'agriculture, prenons par exemple l'expansion de l'agriculture. Si on restaure les terres agricoles existantes, déjà serait une mesure dans la bonne direction. Au Kenya, par exemple, nous avons un système où il y a couvert 10% sur les champs, une couverture de 10%, ce qui réduit la dépendance sur ces ressources. Vous avez une question de suivi de Peter Hess. Alors, nous avons eu 40 ans, au moins 2 générations de projets sur la restauration des terres forestières. Pourquoi est-ce que cette initiative est très difficile à, mise en œuvre? C'est une question très intéressante, mais je dirais que l'une des raisons, c'est peut-être l'insuffisance de ressources financières pour rendre ces mouvements durables. Et parfois, il y a le manque de dirigeants ou de leaders qui sont engagés à lutter jusqu'au bout. Mais parfois aussi, on peut parler de la volonté politique aussi comme un facteur. Aujourd'hui, nous avons différentes politiques et structures en place. Oui, Constance, vous avez passé un bon moment au Kenya et vous maîtrisez bien la situation. Et bien sûr, vous effectuez ce projet conjoint avec des parties prenantes. Et est-ce que vous êtes d'accord avec Laura ou vous avez un avis différent? Bon, je vais juste complémenter ce que euh, Laura a dit, mais ce que je vais ajouter, c'est que nous avons une opportunité de vraiment façonner ces mouvements et ces états d'esprit par le biais de euh, tous ces, tous ces projets. Mais l'idée de changer la manière de penser à ces réalités doit être vraiment considéré parce que nous devons, puisqu'il s'agit des personnes, il s'agit des pratiques et de comportements, nous devons cibler le changement de comportement parmi la communauté. Et merci beaucoup. Et bien sûr, il s'agit de comportements et de pratiques. Et parfois, c'est très intéressant de voir comment les agriculteurs peuvent avoir des données par le biais de cette application, même sur leur téléphone. Il y a une question maintenant de Dr. Abedilate. Il veut savoir comment cette approche euh, sur le genre est reçue par la population compte tenu du contexte culturel. Edward? Alors, rapidement, je vais dire que, bon, par rapport à comment cela est vu local, sur le plan local, vous savez que c'est quelque chose que auxquels les gens ne sont pas habitués. Et
C'est les personnes qui vont visiter les ménages et qui les aident qui les sensibilisent pour qu'ils puissent avoir des changements. Certains l'ont accepté et ils sont témoins des bénéfices. Et petit à petit, nous sommes en train d'apprécier le rôle des femmes dans la prise de décision. Et si mon collègue veut ajouter quelque chose. Bon, Edward, vous avez vu cela, vous avez été témoin de cela personnellement, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous donner une anecdote? Donnez-nous une image de comment on peut passer d'une attitude ou une posture typiquement patriarcale à une posture où ils peuvent accepter le rôle des femmes. Pour certains hommes, ça a été difficile. Et lorsqu'ils ont vu que avec leur l'assistance à la maison, la femme a pu prendre d'autres opportunités pour avoir un peu de moyens financiers pour soutenir la maison, ils ont dû changer leur mentalité. Alors, merci Edward. C'est clair que l'argent fait bouger le monde. Bon, nous avons d'autres questions. Bon, je ne vois aucune question. Plutôt, je vois des messages de félicitations à l'égard des panélistes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la boîte de dialogue. Patrick, peut-être on peut inviter Lee. Attendez, il y a une question pour Lee Venoviake. La présentation que vous avez faite, et je vois que les gens ont été très contents avec cette présentation. Il y a des gens qui demandent s'ils peuvent appliquer ces mesures, cette approche en Afrique ou d'autre part. Merci, Patrick, et à tout le monde de ces questions intéressantes. Cette application Regreening Africa a été créée dans le cadre de ce projet à travers l'interaction avec les partenaires. Mais maintenant, plus de 12 projets utilisent cette application et nous avons remarqué que l'application a été téléchargée par les utilisateurs dans plus de 50 pays. Je vois d'autres partenaires qui travaillent avec des gouvernements de comté et des gouvernements nationaux qui sont super contents de collaborer et soutenir tous ceux qui sont en train d'utiliser cette application. Nous avons vu tout récemment une nouvelle ONG. Peut-être on va devoir changer l'application de Regreening Africa à Regreening App. Est-ce que vous avez une indication des normes d'agriculteurs qui utilisent cette application dans le monde? Vous avez parlé de 51 pays. Nous avons à peu près 40 000 personnes qui utilisent l'application actuellement et qui enregistrent des données sur cette application. Et on voit l'illustration en forme graphique. Et cette application a un grand potentiel. Et l'idée, c'est que nous sommes au courant des activités qui se passent sur le terrain et nous pouvons faire le lien, établir le lien avec d'autres indicateurs tels que l'érosion de sol, etc. Et vous savez, vous avez vu d'autres acteurs qui sont déjà en train de prendre intérêt dans cette application. Est-ce que c'est la même avec les politiciens? Et nous avons une politique qui ne nous permet pas de divulguer les données qui sont partagées sur
ou qui sont enregistrés sur cette application. Mais nous avons quelques entités gouvernementales qui utilisent cette application euh, pour leurs différentes opérations. Les donateurs, les gouvernements et différentes parties prenantes ont reconnu l'utilité et l'importance d'apprentissage et l'importance des données. Et le fait que nous avons des tableaux de bord, des tableaux de données fournis par ces scientifiques, pour moi, ça me donne de la joie. J'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin de gouvernement, mais ça ne peut pas marcher. On a besoin de toutes les parties prenantes. On doit travailler ensemble. Alors, finalement, est-ce que vous pouvez nous donner dans quelques minutes comment toutes ces initiatives contribuent au reverdissement et les perspectives pour l'avenir? C'est une grande question pour 2 minutes, mais je vais donner un résumé. Alors, le projet Reverdir Afrique nous montre que nous pouvons mettre ensemble toutes les différentes composantes, les différents outils. Nous pouvons parler de l'équité, nous pouvons parler des droits et nous pouvons rassembler toutes ces euh, questions importantes. Et je suis sûr que nous allons apprendre plus sur ces informations de la part de nos partenaires. Et il y a d'autres grandes initiatives qui peuvent, sur le continent, qui peuvent apprendre des leçons de nos efforts. Et nous attendons de voir davantage de mise à l'échelle de ces projets. Et je suis sûr on peut faire beaucoup et déjà d'autres choses commencent à développer. On commence à voir d'autres témoins. Et aidez-moi tout le monde à ovationner Mika et toute l'équipe. Nous avons encore 3 minutes avant la session suivante. Et voici ce que nous allons faire. Vous allez allumer vos caméras et vous mettre debout comme je fais. Étirez-vous et étirez-vous. Et vous allez fermer les yeux, lever les mains. Imaginez que vous êtes un arbre dont les feuilles sont en train de jouir de la bonté du soleil. Il y a un vent, le vent et les branches commencent à bouger comme le vent en train de souffler. Et le vent commence à être plus fort. Et vos pieds sont en train de bouger et vous essayez de rester stable. Et ce vent est en train de vous pousser devant, derrière, dans tous les sens. Et tout devient calme. Le soleil couche et c'est tout. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de toutes ces questions intéressantes. Merci aux panélistes de nous avoir donné l'espoir que nous pouvons réparer le tort que nous avons fait à notre planète. Merci et maintenant on passe à la session suivante. Je pense que nous allons prendre une petite pause, n'est-ce pas, Constant? Oui. Alors, nous allons prendre quelques minutes et merci beaucoup pour l'exercice, Patrick. Merci. Peut-être quelqu'un veut prendre une tasse d'eau. On sera de retour dans 2 minutes. Merci beaucoup.